On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission spéciale Élections québécoises, Simon Lessard compare les slogans qu'on peut lire partout sur les pancartes. Laurence Godin-Tremblay se demande si nos politiciens font de la rhétorique. Et Benjamin Boivin analyse les idées promues par chacun des partis. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du citoyen James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine. J'ai pas le choix d'être un citoyen. Mais non, tu pourrais être un apatride. Ouais, changer de citoyen, changer de pays, ouais. Je veux saluer une autre citoyenne, une de mes concitoyennes, Marie-Ève Caillé, qui nous a écrit sur YouTube. Là, j'ai sollicité des commentaires. La dernière fois, elle a beaucoup apprécié ma chronique sur Pinocchio. J'en profite Évidemment. pour me vanter. Mm-hmm. Non, mais elle disait que c'est ça. Elle me disait que de manière globale, là, On n'est pas du monde lui donnait beaucoup de matière pour entretenir ses enfants dans la foi. Donc ça nourrissait beaucoup sa famille. Merci Marie-Ève de nous écouter. On la salue. Je salue mon fils Joseph aussi qui a écouté la dernière émission avec Pinocchio puis qui a dit à la fin de la chronique de James, excellent. Tout simplement. Excellent, on ne l'écoutera pas ce film-là, c'est ça? Non, celui de 1940. Ah, OK. 1900. On a du beau monde autour de la table cette semaine pour parler politique, un maître en politique. Salut Benjamin. Salut Antoine. Ton dada, ça, la Ouais, j'aime quand même pas mal ça, mais est-ce que j'en suis un maître? Bon, on va voir, tu me jugeras à la fin de l'émission. C'est bon. Alors ça va être la dernière chronique. On va parler des idées promues par chacun des partis. Ouais, c'est ça. Les idées plus générales, la grande idée de chacun des partis, plutôt que les propositions particulières dans lesquelles on peut se perdre parfois. Est-ce que tu vas nous dire pour qui voter? Ah, ben ce serait peut-être tentant, mais je vais m'en prévenir. Parfait. Bravo pour ton effort, du moins, d'impartialité. On en jugera en effet à la fin. Simon Lessard, bonjour. Salut Antoine. Toi, c'est pas tant sur les idées que sur la mise en marché de ces idées-là. Oui, sur les slogans. Donc, je vais essayer d'en faire une analyse plutôt philosophique que politique, puisque Benjamin va déjà nous parler de politique. Mm-hmm. Et ça va éviter à tous ceux qui nous écoutent d'entendre mes opinions politiques qui sont peut-être pas si intéressantes. Démagogiques. C'est pas super. C'est divertissant. Non, mais essayez de prendre de la hauteur et de la profondeur. Uh-huh. C'est aussi la mission de notre média. Bon, on va écouter ça en tout début d'émission. Merci d'être là, Simon. Et on reçoit Laurence Godin-Tremblay. Bonjour, Laurence. Salut, Antoine. Fidèle à tes habitudes, tu plonges toi aussi dans un aspect plus philosophique de la chose. Oui, même un aspect plus logique, là, mais partez pas, là, ça va être intéressant. T'en dis pas plus? C'est-à-dire que je vais vous parler des discours des politiciens dans leur façon de nous convaincre. Donc, de la rhétorique, là, on appelle ça comme ça, l'art de convaincre. On se plaint souvent, je pense que nos politiciens, on dit des fois qu'ils parlent dans le vide ou qu'ils y argumentent de façon fallacieuse. On va examiner ça. Merci Laurence et bonne émission tout le monde. La campagne électorale bat son plein au Québec et le jour du vote approche. Au-delà des chefs, des programmes, des promesses, chaque parti politique fait campagne autour d'un slogan. Simon Lessard a décidé d'analyser pour nous ces slogans, non pas d'un point de vue politique, mais philosophique. Salut Simon. Alors Antoine. Alors, est-ce-tu vraiment encore important là, de nos jours, les slogans? C'est pas une espèce de relique là, d'une époque... Les slogans, comme on dit en marketing. Ah ouais, les slogans. C'est une bonne question, Antoine. Je pense pas que c'est le plus important dans une campagne électorale, mais je pense que ça garde son importance de deux points de vue. D'abord, c'est une sorte de résumé ultra synthétique de l'idée maîtresse, normalement, d'un parti politique. Et aussi, je pense que ça révèle, je dirais, l'inconscient collectif. Si le parti a choisi tel slogan, c'est parce qu'il pense que ça va parler à nos angoisses ou nos aspirations en tant que peuple. On pourra d'ailleurs voir ça dans la chronique de Laurence. Là, cette semaine, elle va parler des émotions suscitées. C'est un début de la rhétorique. Alors,
Donc, c'est encore important de nos jours et les 5 principaux partis politiques là, en ont tous choisi un. Veux-tu qu'on les passe un après l'autre? Là, je sais pas comment tu prévois faire ça. Je propose de commencer par un premier binôme, c'est-à-dire le slogan de Québec solidaire par rapport au slogan de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. J'appelle ça un binôme parce qu'ils se répondent, si je peux dire. Un, c'est principalement l'idée de changement et l'autre, l'idée de continuité. Mm-hmm. Donc, avec Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, donc leur slogan, c'est « changer d'air ». Déjà, d'un point de vue esthétique, je pourrais dire que c'est un beau jeu de mots. C'est créatif, c'est nouveau, on pourrait dire. Le message est clair. Donc, l'idée, c'est pas juste de changer de gouvernement, mais ce serait aussi de changer de manière de gouverner, manière de vivre, carrément, peut-être. Évidemment, quand on est dans l'opposition, changer, c'est la base. On propose... Ça fait convenu de changer. C'est ça. On pourrait dire que c'est peut-être de ce point de vue-là l'idée, ironiquement, la moins nouvelle, la plus ancienne, d'être dans l'opposition et de proposer le changement. C'est aussi une idée qu'on pourrait qualifier en philosophie de moderniste, et ça peut être considéré comme péjoratif, dans le sens que derrière cette idée de il faut toujours changer, puis changer, puis changer, c'est comme si le changement devenait un bien en soi. Et ça, c'est peut-être... pas le cas? Non, absolument pas. Le changement, ça dépend pourquoi on change. Donc, il faut dire, dans tout changement, d'une certaine manière, ça présuppose qu'on identifie la chose précise qu'on veut changer pour aller d'un mal à un bien ou d'un bien vers quelque chose de meilleur encore. Évidemment, ici, je ne parle pas de Québec solidaire, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas que dans le slogan, on nous dise tout précisément. Mm-hmm. Donc, ça va être davantage dans le programme du parti politique. Mais une première réflexion à avoir sur ce thème du changement, c'est que ça implique toujours de préciser qu'est-ce qu'on veut changer et vers quoi on veut changer. Il y a aussi, pour tout changement, on doit c'est pas vrai qu'on part de zéro. Là. Si, par exemple, prenons le cas de Québec solidaire, si Québec solidaire prenait le pouvoir demain, j'imagine que l'Assemblée nationale continuerait de siéger. Il y aurait des choses qui perdureraient dans le temps. Ça, c'est l'autre idée à voir avec le thème du changement, c'est que tout changement implique une continuité. On ne peut pas, à part la création que Dieu seul peut faire, un changement s'appuie toujours sur quelque chose. Si je marche, par exemple, il y a toujours une jambe qui n'est pas en train de bouger, un point d'appui pour que je puisse avancer. Tes enfants, ils grandissent. Mais quand tes enfants grandissent, il y a quelque chose qui demeure. C'est toujours la même personne dont le corps et l'esprit grandissent, si je peux dire, d'une certaine manière. Donc, vraiment, ça implique aussi de bien voir que de proposer un changement trop radical ou total, c'est impossible, ou deux, ça peut même être dangereux dans certains cas. En opposition à... Oui. J'avais une question. Et la flèche dans tout ça? Pourquoi avoir choisi une flèche dans leur pancarte? Encore pour insister sur la direction? Ou... Alors moi, je me suis penché sur les mots, pas sur les images, mais je pense que c'était pour donner une petite touche contemporaine ou l'idée d'aller vers l'avant, puis peut-être une idée de combat, je sais pas. Ici, là, c'est intéressant. De façon intéressante, sur la pancarte de Québec solidaire, la flèche, forcément, elle pointe vers la droite. Parce qu'elle remplace elle remplace l'apostrophe, exactement. Un changement vers la droite. Intéressant. Je ne suis pas sûr que c'était volontaire, mais peut-être ça révèle un inconscient. Un changement dans la ponctuation aussi. Oh, OK. Ça sera l'objet d'une autre chronique. Alors, à l'opposition de cette proposition de changement-là qu'on a chez Québec solidaire dans leur slogan, on a presque à l'opposé, cette proposition de la CAQ. Oui, avec François Legault qui a un slogan très bref, « Continuons ». Donc, on peut dire que c'est le plus bref, le plus simple. En soi, il ne dit pas grand-chose. Continuer, mais continuer quoi? Un peu comme pour ce changement. OK, changer. Déjà, il y avait changé d'air dans l'autre. C'est vrai. Continuer, encore là, je dirais la même chose que pour le changement. Ça implique de dire qu'est-ce qu'on veut continuer. C'est son gouvernement majoritaire. C'est ça qu'il veut continuer. Évidemment. Quand on est au gouvernement, encore là, rien de très original. On pense qu'on a fait une bonne job puis qu'il faut continuer. De ce point de vue-là, on peut dire que son slogan est très clair. C'est aussi intéressant. On pourrait dire que c'est à l'opposé du changement un peu anti-moderne. Continuer, c'est quelque chose de l'idée de s'enraciner, qu'on aurait besoin que dans un monde où tout va trop vite, tout est en bousculement, on aurait peut-être besoin de stabilité. Quand il y a des crises, on pense, on vient de traverser une certaine crise sanitaire depuis 2 ans, il y a d'autres crises de guerre ou écologiques, peut-être, d'inflation, exactement. Donc, l'idée d'aller s'enraciner, d'avoir de la stabilité. Donc, ça, c'est intéressant. Sinon, je dirais que de même que avec le changement, c'est pas un bien en soi, continuer. Donc, il faut vraiment le spécifier. Et aussi, de même que pour le changement, il n'y a pas de continuité
sans changement. C'est-à-dire, à moins qu'on soit Dieu, là, un être parfait, c'est vrai que Dieu ou la vérité sont immuables, ne changent pas. Les êtres imparfaits ont souvent besoin de changements pour demeurer, en fait. Donc, même chose, un organisme vivant, ça peut être encore là, notre corps, a besoin de changements pour se renouveler sans cesse. Et donc, un pays, une nation, une ville ou une province a besoin aussi d'un certain changement. À preuve, il y a de bonnes chances que la CAQ soit reconduite là, dans le pouvoir. C'est le plus probable, en effet. Mais malgré ça, le Conseil des ministres risque de changer de visage. Oui. Il y aura un changement. Et ils ont des promesses électorales. Ils ne proposent pas juste de tout faire pareil comme ils ont fait depuis 4 ans. Puis j'ajouterais, Antoine, que c'est intéressant parce que l'idée de changement implique d'avoir un regard pessimiste ou péjoratif sur le passé. Ça allait mal. Puis une sorte de regard optimiste vers l'avenir. L'idée de continuité, évidemment, on dit ça a bien été dans le passé, puis une certaine optimisme sur le présent. Ça va quand même pas si mal en ce moment. On n'entrevoit pas de grands, nécessairement, besoin de changement, justement. Donc, c'est un regard sur le passé qui est quand même différent. OK. On pourrait également souligner qu'il y a quand même une certaine continuité dans l'histoire des slogans. Alors, on peut se rappeler des grands slogans dans l'histoire du Québec. L'un des plus connus, c'est faut que ça change. Là, c'était le slogan du Parti libéral en 1960, après 15 années du règne de l'Union nationale. Et puis, l'Union nationale qui a fait plus d'une campagne sur le même slogan, laissons Duplessis continuer son œuvre. Donc, à peu près, on retrouve les mêmes thèmes, presque les mêmes mots là, dans les slogans. Le changement dans la continuité dans ce cas-ci. c'est ça. Exactement. Mais comme quoi, les slogans, c'est pas une stratégie marketing très moderne. Je suis pas spécialiste en marketing politique, mais je pense que de plus en plus, les partis n'essaient pas d'avoir des slogans si novateurs parce que ça peut davantage te nuire que de t'aider si tu fais un mauvais choix, en fait. Troisième slogan de parti que tu nous décortiques, Simon Lessard. Le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhem, un slogan qui dit « Libre chez nous ». Encore là, ça fait écho, Benjamin, un slogan bien connu. En 1962, Jean Lesage, « Maître chez nous ». C'était une élection principalement référendaire au sujet de la nationalisation de l'électricité. Mais ici, il y a quand même une différence. Donc, dans les deux cas, on parle de liberté. C'est clairement le thème philosophique qui est mis à l'honneur. Par contre, à l'époque de Jean Lesage, c'était une liberté beaucoup plus, je dirais, collective, d'État, une idée qu'on pourrait retrouver chez les souverainistes, par exemple, alors que chez Éric Duhem, c'est clairement, et pour les conservateurs, une liberté plus individuelle ou à tout le moins associative, si on peut dire. Mm-hmm. Et pourtant, il y a justement l'aspect collectif. Là, chez nous, il parle dans nos chaumières. À quoi ça fait référence dans ce slogan-là, tu penses? On sent que si c'était au PQ, ça voudrait dire au Québec, là, chez nous, mais ici, on pense plus à nos maisons. Je pense qu'il ne faut pas se cacher ici qu'il y a une certaine référence au fait que les mesures sanitaires ont affecté même ce qu'on pouvait ou ne pas faire chez nous depuis 2 ans. Donc, je pense que c'est à ça, évidemment, qu'il y a une certaine référence. Oui, c'est une référence assumée. Éric Duhem l'a dit dans certains entretiens. Même dans une entrevue en anglais, il traduisait comme ça, là, « at home », à la maison. Là. C'est vraiment... Ah ouais. Oui, dans son entrevue avec Peterson, en fait, Jordan Peterson. Exactement. Simon, on est en train d'essayer de décortiquer là, les slogans politiques des 5 principaux partis. La question de la liberté mise de l'avant par le PCQ, de quelle liberté on parle et où on devrait parler? Bon, première des choses que j'ai mentionnées, Antoine, c'est qu'il faut bien voir que toutes les libertés sont importantes. Donc, oui, la liberté individuelle est fondamentale dans une démocratie, mais la liberté aussi des familles, des paroisses, des villes, des provinces, etc. Donc, pour être vraiment équilibré, je pense qu'il faut défendre tous les paliers possibles d'indépendance ou d'autonomie, de liberté. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut faire une distinction entre la liberté de puis la liberté pour. Donc, dans un cas, la liberté de, c'est de vouloir se libérer de certaines contraintes, libre de pauvreté, libre de taxes peut-être, libre d'intervention de l'État, dans le cas peut-être ici du Parti conservateur. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette liberté-là? Une liberté pour une des réalisations, pour certaines actions, libre pour fonder une famille, libre pour fonder une entreprise, libre, je sais pas moi, pour acheter une maison. Donc, il faut, pour être complet, je pense qu'il ne suffit pas de dire de quoi on veut se libérer, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec cette liberté-là. Et c'est là qu'on peut frapper un mur dans une société qui est rendue tellement pluraliste, diversifiée. On n'arrive plus à dire vraiment ce qu'on devrait en faire de cette liberté-là. On veut laisser à chacun le choix de le faire, mais ça peut mener à un effritement du corps social ou finalement un individualisme exacerbé. Chacun fait ce qu'il veut quand il veut de son bord. C'est ça, une atomisation, alors que la liberté, en tout cas, la vraie, devrait contribuer au bien commun. En tout cas, on peut l'espérer. Oui, et là, on voit bien que, oui, la liberté est un bien en soi. On veut la liberté, mais attention, ce bien de la liberté peut être détourné et s'il vire en un égoïsme, une liberté
liberté, non pas pour le bien commun, mais pour le mal, ben là, évidemment, la liberté n'est pas toujours bien. Simon Lessard, on est déjà rendu au quatrième parti. Oui. Le Parti libéral, avec Dominique Anglade, Voter vrai, avec un sous-titre « Vrais enjeux, vraies solutions ». Bon, personnellement, je trouve que c'est un peu trop long, là, avec le sous-titre. Et puis, c'est pas extrêmement clair, là, personnellement, je trouve. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y en a qui votent faux? En tout cas, en démocratie, je pense que si tu vas voter, tout vote est vrai, là, de ce point de vue-là. Est-ce qu'elle prétend aussi que les autres partis ont des faux enjeux, des fausses solutions? En tout cas, tous les partis semblent aborder les mêmes enjeux. Donc, je pense pas que de ce point de vue-là, les partis ont des faux enjeux. Évidemment, et tout parti politique prétend avoir les vraies solutions. Donc, personnellement, je trouve que c'est un peu boiteux là, comme choix de slogan ici. On veut peut-être dire voter vrai, voter selon son cœur ou voter en vérité avec soi-même. L'authenticité, c'est quand même une valeur importante là, à l'heure d'Instagram. Non? Oui, bon, si on le comprend dans ce sens-là, peut-être, effectivement, James, ça a plus de sens. En même temps, elle a appelé récemment au vote stratégique, donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'est voter vrai. Mais il y a peut-être aussi un désir de créer un rapport de confiance avec la population. Là. Cette idée-là de vérité est quand même significative. On sait que dans son passé récent, le Parti libéral a eu des rapports de confiance conflictuels avec une partie de la société. Il y a peut-être quelque chose là aussi. Oui, et on est aussi dans un temps, je pourrais dire, au niveau de la culture, on parle beaucoup de fake news, de post-vérité, et donc c'est un thème, on sent que c'est difficile d'avoir accès à la vérité, en tout cas dans le monde médiatique, mais il faut faire attention, parce que c'est probablement la notion philosophique la plus noble de toutes celles qui sont présentes en ce moment dans les slogans des partis politiques, sauf que la corruption du meilleur engendre le pire. Si on utilise mal le concept de vérité, ça peut devenir vraiment dangereux. Je pense, par exemple, ici, je ne suis pas en train de faire de comparaison avec le Parti libéral du Québec, mais Staline, les communistes en Russie avaient leur fameux journal, la Pravda, qui veut dire la vérité, qui propageait surtout des mensonges. Et donc, il faut faire vraiment attention, attention, quand on utilise ce mot-là. Bon, passons pour le PLQ. Et dernier parti, il nous reste quelques secondes seulement. Le PQ, Simon Lessard. Le PQ, avec Saint-Pierre Plamondon, dit le Québec qui s'assume pour vrai. Donc, vérité revient ici, mais c'est surtout le fait de s'assumer qui est le concept central. Donc, s'assumer étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre sur soi ou pour soi, dans le sens d'endosser ou de supporter quelque chose. Donc, ça peut être prendre à charge pour soi une tâche qui revenait à quelqu'un d'autre ou encore consentir à une situation qu'on n'a pas choisie, mais qu'on ne peut pas changer. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'idée de s'assumer, ça implique une responsabilité. Donc, arrêter d'accuser les autres, de se plaindre puis d'être victime. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de dire que c'est la faute du gouvernement précédent, que c'est la faute des Anglais, que c'est la faute du fédéral? Ou arrêter de faire semblant d'être indépendantiste, ce que le PQ a fait, ça a été sa stratégie des dernières années quand même. Donc là, ça, c'est des bonnes questions. Et là, pour vrai, lui, montre peut-être un inconfort à se situer par rapport à d'autres partis comme Québec solidaire qui veut aussi l'indépendance du Québec ou le Parti conservateur et la CAQ qui se prétendent aussi nationalistes et autonomistes. En terminant, Simon Lessard, ça serait quoi ton slogan, là, comme si tu avais un parti chrétien? Si j'avais un parti chrétien, il y a plein de slogans. Là. Si tu es communiste, tu peux dire ils avaient tout en commun. Si tu es libertarien, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ou si tu es fédéraliste, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ah, ça c'est mal commun. Mais en tant que catholique, moi, en fait, j'aime beaucoup Jean-Paul II qui parlait de bâtir la civilisation de l'amour. Sauf que ça pourrait sonner un peu quétaine dans un slogan. Mais je pense que comme catholique, il faudrait que le bien commun et la finalité de la cité, du vivre ensemble soit présent. Et puis moi, j'ai pensé à une phrase de Saint Paul dans Philippiens, « Citoyen des cieux ». Être citoyen des cieux, ça montre ce pourquoi on est sur Terre. On est sur Terre ensemble, mais dans un but qui est d'aller au ciel. Merci Simon Lessard. Je rappelle que tu es rédacteur pour le Verbe Média. Tu nous parlais des slogans des partis. Merci et à bientôt. À bientôt, Antoine. Restez avec nous. Après la pause musicale, Laurence va nous dire si nos politiciens sont des rhéteurs ou des sophistes. Sortir le méchant qui rôdait depuis trop longtemps derrière. J'ai toujours su qu'on allait pouvoir revoir nos amis, peut-être même croire en l'amour à chaque fois que le jour fait place à la nuit. Moi je sais comment on tient bon.
Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre d'onde n'est pas du monde. On vient d'entendre Les doigts en cœur de Louis-Jean Cormier. Dans les derniers jours, on a assisté au débat des chefs et on a entendu les chefs parler, dire des choses, multiplier les affirmations. Les elfes, oui. Oui, les elfes. oui. Les réfutations, les elfes. Pas d'elfes, non. Les licornes, oui, parfois. Au point où on pourrait croire que tout ça n'est qu'un écran de fumée rhétorique. Pour découvrir ce que parler veut dire en temps d'élection, la doctorante en philo, Laurence Godin-Tremblay, est avec nous. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les politiciens font de la rhétorique, Laurence? Oui. Maintenant, est-ce qu'ils font de la bonne rhétorique? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la rhétorique, en soi, c'est pas mauvais. Je veux dire, des fois, c'est mal connoté. Des fois, on l'emploie dans un sens péjoratif. Mais en même temps, on se plaît d'écouter un bon orateur. On va dire, tel politicien était un bon orateur, puis on va s'en flatter, on va être content de ça. Donc, bien parler en public, argumenter, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il suffit de le faire, je dirais, avec une bonne intention, avec des arguments valides. C'est quoi la rhétorique? La rhétorique, c'est ça. Aristote nous dit, c'est l'art de convaincre. Là, il nous dit, vous pouvez l'observer surtout en 3 domaines. Là. Le domaine judiciaire, par exemple, les avocats. Encore une fois, c'est important qu'un avocat parle bien et argumente. Si tu payes 300$ de l'heure à un gars en cours, t'as envie qu'il parle bien. Là. Oui, même s'il défend quelqu'un qui serait réellement un criminel. Parce que n'importe qui a besoin d'être défendu. Là. On me demande de me déplacer, là, c'est pour ça que j'arrête ma phrase en plein milieu. Ensuite, dans les discours d'éloge, par exemple, quand un joueur de hockey va être au temple de la renommée, il faut faire un beau discours pour justifier ça. Puis, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il parle bien. Non, c'est pas de ce point de vue-là, mais qui argumente au moins. Là. Puis, nos politiciens, évidemment, parce qu'eux, ils doivent nous convaincre d'aller dans une direction comme peuple. Là. Ils ont une grosse tâche de ce point de vue. Mais moi, aujourd'hui, Laurence, on voit beaucoup de rhétorique dans la publicité aussi. Oui, exactement. Fait que, puis cette rhétorique-là, on sent qu'elle est assez fallacieuse, là, c'est-à-dire de nous faire croire qu'on a absolument besoin de ce déodorant-là pour se trouver une blonde, mettons. Là, c'est assez fallacieux. Mais, parce que c'est quand même mieux d'en avoir que pas du tout. Oui, c'est ça. Puis, je me suis intéressée à ce sujet-là parce que j'ai remarqué, en fait, que les gens traitent nos politiciens de rhéteurs, surtout quand ils sont pas d'accord avec leurs idées. Par exemple, dernièrement, j'ai lu un article de Mathieu Bock-Côté où il traitait Gabriel Nadeau-Dubois de démagogue et de rhéteur. Mais quand on connaît un peu Mathieu Bock-Côté, on se doute qu'il n'aime pas beaucoup les idées de Québec solidaire. De l'autre côté, j'ai beaucoup entendu, par exemple, Jean-François Lisée traiter Éric Duhaime de démagogue, encore une fois. Mais on se doute que Lisée n'aime pas beaucoup les opinions d'Éric Duhaime. Donc, des fois, les gens traitent l'un ou l'autre de démagogue simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense qu'il faut creuser un peu plus. Quelqu'un qui ferait de la démagogie ou de la mauvaise rhétorique ou de la sophistique, c'est vraiment sa façon de discourir et non le matériel de ses idées, là, la matière. Là. Bon, alors allons plus avant là, dans la description là, de ce que c'est une bonne façon de discourir. Ça repose sur quoi? C'est quoi les outils d'un bon rhéteur, Laurence? Aristote nous dit qu'il y a 3 choses qui vont nous convaincre. Donc d'abord, il y a le caractère de l'orateur. Ensuite, il y a les passions qu'il va susciter, les émotions qu'il va susciter, et les arguments comme tels. Aristote nous dit que c'est le plus important, et malheureusement, c'est ce qui est le plus négligé le plus souvent, les arguments. Le caractère, c'est super intéressant, parce qu'Aristote nous dit qu'il faut que l'orateur ait l'air digne de confiance, puis surtout un politicien à qui on va remettre les clés de la nation, en quelque sorte. Là. Aristote nous dit il y a 3 critères pour que quelqu'un soit digne de confiance. Il faut qu'il ait l'air bienveillant, il faut qu'il ait l'air d'avoir la vertu morale, et il faut qu'il ait l'air prudent. Bon, dans ces 3 choses-là, on peut remarquer que les politiciens vont essayer de montrer qu'ils ont ces qualités-là ou que les adversaires les ont pas. Par exemple, la bienveillance, ces temps-ci, on va entendre beaucoup que Legault n'a pas l'air d'aimer les immigrants. Donc, il n'a pas l'air d'être bienveillant, puis de ce point de vue-là, on ne devrait pas voter pour lui. Ses adversaires vont beaucoup dire ça. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'attaquer la bienveillance de quelqu'un. De l'autre côté, justement, sinon, je passe à la vertu morale tout de suite. La vertu morale, c'est simplement qu'on veut quelqu'un qui est capable de régler ses passions, qui est capable d'être juste, qui est capable d'être tempérant, qui est capable d'être humble. Puis là, évidemment, ces temps-ci, on a entendu des attaques, par exemple, contre Éric Duhaime, qui n'aurait pas payé ses taxes, soit disant passant. Ou on avait attaqué André Boisclair il y a plusieurs années sur son passé ou même son présent de fêtard notoire. C'est ça, parce qu'on veut pas... Si on veut faire confiance à quelqu'un, il faut pas qu'il parte en fête ou à la dérape ou qu'il soit injuste puis qu'il pige dans nos poches ou des choses comme ça. Legault, on lui reproche, par exemple, d'être arrogant. Lui, il va dire, non, regardez, j'ai la vertu morale. La pandémie m'a rendu humble. Il fallait que je m'excuse constamment de m'être trompé, des choses comme ça. Et en dernier, c'est la prudence. Puis là, je trouve qu'un des politiciens où on se questionne le plus sur sa prudence, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Probablement parce qu'il est jeune, puis aussi parce qu'il était
assez véhément là, à l'époque de la grève étudiante. Fait que lui-même va dire des choses comme « je me suis assagi, j'ai vieilli, je suis prudent ». Puis les autres vont dire des trucs, surtout Legault va dire « il pense que l'argent pousse dans les arbres, il vit au pays des licornes », des choses comme ça. Donc c'est attaquer son jugement prudentiel. Moi, je pense qu'il est au pays des elfes, là, mais... Oui, Lâchez-moi avec les elfes. Alors ça, premier outil là, dans les mains, en tout cas, du rhéteur, c'est ce qui se présente de manière crédible, finalement. Là. Oui. C'est se pointer avec une perruque de clown, évidemment, que ça va attaquer sa crédibilité. Puis encore une fois, ça va pas être même mauvais d'argumenter contre la crédibilité de ses adversaires. Il faut le faire, tu sais, je veux dire, c'est ça la fine ligne entre la bonne rhétorique et la mauvaise. Si on commence à le faire avec une mauvaise intention, si on commence à le faire de façon fallacieuse, sans fondement, c'est là que ça va déraper. Puis ce qu'on va appeler des attaques personnelles, gratuites, etc. Un autre outil, Laurence, que tu as évoqué tantôt en parlant des outils d'Aristote, c'est les passions, là, le pathos, l'émotion. Ça, on en voit en masse là, en politique présentement. Exact. Aristote dit qu'avant son traité sur la rhétorique, les gens écrivaient essentiellement là-dessus quand il faisait des traités de rhétorique parce qu'il dit les gens pensaient que c'était le plus important. Parce que c'est vrai que ça nous meut beaucoup. Là. En fait, émotion, le mot le dit lui-même, c'est ce qui nous met en mouvement. Puis si on veut convaincre les gens, il ne faut pas juste que ça soit un discours rationnel, scientifique, etc. Il faut que ça donne le goût. Il faut que ça donne le goût là, de sortir de chez vous, de prendre l'auto puis d'aller voter. Tu dis, il faut que ça donne le go. Il faut que ça donne le goût. Ça a déjà été dit. Elle est bonne. Ouais. Et donc, nos politiciens vont susciter les émotions, évidemment. Là, je prends 2 cas là, qui m'ont frappé. Le cas le plus évident, je pense que c'est Éric Duhaime, là, qui va susciter une émotion bien particulière, la colère. Là, il va dire lui-même, là, je veux prendre la grogne puis l'amener en assemblée. Il a dit ça à un moment donné. Puis évidemment, c'est une émotion très forte. Je pense que ça explique en partie pourquoi il y a autant de monde qui ont rejoint rapidement le Parti conservateur. C'est parce que la colère, là, vous le savez si vous êtes... Quand vous vous mettez en colère, là, on agit rapidement, avec force et détermination. Ça nous met en mouvement, mais c'est une lame à 2 tranchants, ça. C'est une lame à 2 tranchants parce que la colère est aussi la passion la plus difficile à contrôler pour notre raison. Donc, je pense que ça explique en partie pourquoi, dans le mouvement conservateur, il y a beaucoup de monde de bon sens, mais il y a beaucoup de monde un peu spécial ou irrationnel ou un peu plus, je sais pas comment... Les coucous. Oui, c'est ça, j'allais dire des coucous. C'est un jugement, ça. Mais c'est parce que la colère, c'est ça, vous avez dû le ressentir, ça rend fou parfois. Puis c'est pas pour rien que dans notre tradition catholique, ça devient même un des péchés capitaux. C'est pas parce que l'émotion en tant que telle est mauvaise, mais c'est que souvent, elle conduit à un dérapage. Alors, en elle-même, c'est pas un problème. Il faut juste avoir une prudence supplémentaire vu le glissement un peu facile. Comme politicien, il faut s'attendre qu'il y ait des dérapages possibles quand on appelle à la colère. L'autre émotion frappante, je pense, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. C'est une émotion, vous voyez, on le voit tout de suite, là, ça va moins justement susciter les foules, c'est l'espoir. Là. Lui, il nous regarde avec ses yeux rêveurs, puis là, il nous dit... Ah, c'est les élections de l'espoir, on pourrait faire un pays. Donc là, lui, il espère là, susciter en nous cette espèce d'idéal, puis qu'on aille voter pour justement que le Québec devienne un pays. Mais l'autre émotion que je trouve très présente, c'est la peur. La peur que si on change, tout notre système va s'effondrer, ou la peur que si on ne change pas, les crises vont arriver. Il me semble que beaucoup de partis jouent sur la peur. C'est vrai, je ne l'avais pas noté, mais on pourrait dire que Québec solidaire, quand il parle de l'environnement, il y a beaucoup ça. Là. En partie, c'était peur, là, les catastrophes arrivent, la maison est en feu, dépêchez-vous. De l'autre côté, effectivement, Legault, là, si vous votez Québec solidaire, il va surtout attaquer ce parti-là, il me semble, ces temps-ci. Il va dire, ils vont toutes vider vos poches, des choses comme ça. Mais au débat des chefs, Legault a beaucoup reproché ça à Éric Duhaime, de jouer sur la peur, de faire peur aux électeurs que si la CAQ rentre, ils vont faire telle affaire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il a répété à plusieurs reprises, faites pas peur au monde. Oui, exact. C'est intéressant. On a parlé du caractère du rhéteur en tant que tel, des émotions qu'il sait susciter chez son auditoire. Un bon orateur aussi, ça lui prend des munitions solides, des bons arguments. C'est les arguments qui importent le plus. Aristote nous dit qu'il y a 2 types d'arguments que doivent utiliser les orateurs. Le premier est plus facile, ça s'appelle, et lui, Aristote l'appelle le paradigme. Ça a l'air un peu étrange comme mot, là, mais si on regarde l'étymologie, para, ça veut dire à côté. Puis le digme, ici, renvoie à l'idée de montrer. Donc, c'est montrer un cas à côté. Puis c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans le singulier, en politique, parce qu'on ne sait pas quoi faire pour l'avenir. Donc, le réflexe, c'est de regarder ce qu'ont fait les autres pays.
Donc, c'est quelque chose que je trouve Legault surtout fait, là, c'est-à-dire, il va souvent citer, regardez tel pays d'Europe, ils ont fait... La Suède. La Suède, ou par exemple, un exemple intéressant, c'est quand il nous dit qu'après 6 mois, les immigrants vont recevoir leur papier en français, il va justifier ça en disant, mais ils font ça partout dans les autres pays. Par exemple, en Italie, puis on ne dit pas que les Italiens sont racistes ou des choses comme ça. On trouve ça légitime. Les Italiens s'assument, ils envoient leur papier en italien. Nous, on va s'assumer puis envoyer nos papiers en français. Éric Duhaime fait ça aussi quand il dit le privé puis le public peuvent cohabiter dans la santé, par exemple. Je pense qu'il avait cité le cas de la Suède, justement. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas à quel point ces affirmations-là peuvent être vraies dans le contexte dit parce qu'elles n'ont pas été tentées ou tentées à ce point-là. Donc, la façon de vendre cette salade-là, c'est en comparant avec la salade suédoise ou la salade italienne. Oui, les politiciens le font, puis nous-mêmes, on le fait. Hein. Quand on va au resto, on dit je vais aller à tel resto parce que mon ami a eu une bonne expérience. De même, je devrais avoir une bonne expérience. Quand j'ai choisi la garderie de mon fils, je l'ai faite parce qu'Ariane Beauferry me dit que son fils avait été bien content. Des choses... fait que c'est un réflexe... Ça a marché pour elle, ça pourrait marcher pour moi aussi. Exact. C'est le réflexe habituel. Maintenant, comment vérifier un raisonnement analogique? On peut appeler ça comme ça aussi, là, un paradigme. Mais il faut voir si les cas comparés sont réellement semblables. Par exemple, un exemple intéressant que j'ai entendu dans 5 chefs, une élection, c'est à un moment donné, le gars a dit « Montréal, ils en ont plein de ponts. Comment ça que Québec pourrait pas avoir son 3e lien? » Puis là, un des journalistes, en fait, 2 journalistes lui ont répondu « Ouais, mais Montréal, c'est une île, de 1. De 2, il y a 2 fois plus d'habitants. » Donc, ce qu'ils ont fait, les journalistes, à ce moment-là, c'est qu'ils sont objectés au paradigme, au raisonnement analogique, en disant « Les 2 cas sont pas semblables. » Fait que si nous, on écoute des raisonnements comme ça, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Est-ce que les 2 choses comparées méritent vraiment d'être comparées? Est-ce qu'elles sont suffisamment semblables? Il n'y a jamais 2 pays, 2 provinces exactement pareilles. Non, c'est vrai. Il faut à ce moment-là se fonder, je dirais, disons, sur ce qui est semblable dans le pays. Là, il va toujours avoir des différences. Là. Par exemple, le fils d'Ariane n'a pas tout à fait le même caractère que mon fils, là, mais je pense que l'important, c'est de se fonder sur 2 petits garçons, les ressemblances à peu près, le même âge, etc. Là. Une autre sorte d'argument, Laurence Godin-Tremblay. Alors, Aristote appelle ça l'antimème. Fait que là, c'est là que je vais peut-être perdre des téléspectateurs. C'est bien trop compliqué. Là, je saigne du nez. Puis là, en plus, vous entendez pas les Y et les H qu'il y a dans le mot, là, mais il y en a. Ah oui, c'est vraiment pas un mot facile. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir le réflexe, un peu comme, je me souviens plus du nom du personnage au début d'une pièce de Molière, là, qui disait quelque chose comme... la prose, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il apprend qu'il parle tout le temps en prose, puis finalement, c'est banal, la prose, là, c'est ce que je fais en ce moment. Mais c'est la même chose, l'antimème. Là. C'est un argument qu'on utilise tout le temps. Là. Par exemple, moi, quand je me demandais si mon mari s'intéressait à moi avant qu'on soit mariés, il fallait que je fasse des antimèmes, il fallait que je fasse des raisonnements. Je me disais, il m'a proposé de porter mes livres après le cours, ça c'est vrai. Il m'a demandé, imaginez-vous, mon roman préféré, c'était quoi? Là? J'étais comme, hey, un peu plus, puis c'est une invitation dans la chambre, là, de me demander comme ça mon roman. Fait que je raisonnais comme ça. Il m'a écrit sur Facebook, coudon, il doit bien m'aimer. Ou c'est la même chose si je me demande si je suis enceinte, puis je me dis, j'ai des nausées, je me sens fatiguée, je suis peut-être enceinte. Puis si un politicien, encore une fois, nous dit on devrait accueillir plus d'immigrants que ce que dit Legault, parce que sinon, on va perdre en proportion dans la population du Canada, il fait aussi un antimème. Donc, qu'est-ce que tous ces arguments-là ont en commun? C'est que c'est pas une comparaison comme tantôt, ça s'appelle une déduction. Là, je pars d'un principe général, puis je l'applique. Sauf que, comme c'est un antimème, la proposition générale est juste vraisemblable. Par exemple, si je conclus que je suis enceinte parce que j'ai des nausées, ce qui est sous-entendu, c'est que toute femme qui a des nausées est enceinte. Non, peut-être que j'ai trop bu hier. Peut-être que je fais une indigestion, etc. La même chose... si tu as 75 ans et tu as des nausées et tu es une femme, il y a des bonnes chances que tu ne sois pas enceinte. Oui, c'est ça, exactement. On pourrait dire... Il faut ajouter ça normalement. Là, C'est comme un signe de probabilité forte plutôt qu'une démonstration ou une preuve. Exact. Aristote parle de vraisemblance. Là, c'est ça, c'est la même chose. Même, j'aurais pu me tromper. Là, finalement, mon mari aurait pu ne pas s'intéresser à moi. Donc ça, c'est les raisonnements qu'utilisent nos politiciens le plus souvent. Puis ça explique pourquoi en politique, on argumente autant, parce que c'est pas mathématique, là, c'est seulement des vraisemblances. On a parlé d'arguments de bons rhéteurs ou de bons orateurs là, qui fonctionnent bien, qui sont bien intentionnés, mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Exact. Alors, je vous donne 2 exemples de manière d'argumenter de façon fallacieuse qu'on peut observer. Alors, je vais faire le test avec James. Là. James, dirais-tu que le bonheur, c'est la fin de la vie humaine? Oui.
Bon, un autre chrétien qui pense que le bonheur, c'est de mourir. Vous aimez vraiment pas la vie. Bon, parce que tout le monde sait que la fin de la vie humaine, c'est la mort. C'est là qu'on s'en va. Ah, je pensais Je joue sur le sens du mot fin. Exact, ouais. Exact. C'est coquin, ça. C'est, oui. Donc, il est assez simple, là, on le voit. Là, il y a fin au sens de but, il y a fin au sens de terme. J'aurais dû te demander comment définis-tu le mot fin, Laurent? Ouais, t'aurais été fin finaux. Mais Alors là, t'as détourné le sens de ce qu'il voulait dire pour l'attaquer. C'est ça que tu viens de faire. Oui. Il a dit oui, c'est la fin de la vie humaine. Ouais. Toi, c'est un peu tordu. C'est tordre les propos de l'autre, ou du moins son intention. Exact. Puis nos politiciens le font. Là. Soyez observatifs pour le sens des mots. Prenez par exemple le mot conservateur. Quand on écoute Duhem, on comprend qu'il est conservateur d'un point de vue économique, pas moral. Il n'est pas contre le mariage gay. Il est gay, par exemple. Mm-hmm. Mais que vont faire ses adversaires pour que la population ne vote pas pour lui? C'est qu'ils vont dire « Vous voulez nous ramener en 1950, comme s'il l'était moralement. » Donc, il y a comme un glissement sur le sens du mot conservateur. Puis on peut observer ça avec d'autres exemples. Mm-hmm. Un autre type de sophisme... Rapidement, oui. Ça s'appelle le sophisme de l'absolu et du relatif, c'est-à-dire que les politiciens vont aimer prendre les propositions des autres et les absolutiser de manière à ce que ça ait l'air ridicule. Bon, un exemple simple, c'est que Legault va seulement dire « Ah, Gabriel Nadeau-Dubois veut taxer vos VUS. » Puis il va évidemment pas préciser « sauf les gens qui en ont besoin pour le travail, sauf les grandes familles, sauf... » Il va plutôt absolutiser pour que ça ait l'air scandaleux. Puis c'est pour ça que dans les débats, les politiciens passent leur temps à dire « C'est pas ça que j'ai dit, puis vous le savez vraiment. » Puis dans le fond, c'est telle nuance qu'il faut amener. Donc ça, c'est l'absolu et le relatif. On voit ça aussi sur... moi, un exemple que j'aime bien, c'est sur YouTube. Là, ils appellent ça les clickbait, là, si je peux utiliser l'anglicisme. Des hameçons, des appâts, ouais. C'est ça, exact. C'est qu'ils vont écrire, par exemple, « Nous sommes quittés. » Puis là, on se dit, « Oh non, mon couple Instagram préféré, c'est quitté. » Puis là, on clique sur la vidéo, « Nous sommes quittés pour 3 mois parce que je vais à un shooting dans le sud. » Bon, OK. Et vous voyez, c'est comme la phrase a l'air absolue, puis finalement, c'est nuancé. C'est important, donc, si on te suit bien, Laurence, de porter une attention particulière aux mots, au sens des mots. C'était un peu mon introduction. Hein? Qu'est-ce que parler veut dire en temps d'élection? Nous, comme électeurs, on a un devoir d'être spécialement attentifs à chacun des mots employés par les rhéteurs. Oui, c'est le dernier point que je veux soulever. Là. Et au-delà des arguments, il y a même... C'est pas un argument, là, c'est juste le choix de leurs mots. Ben, ça connote quelque chose. Prenez l'aide médicale à mourir, je pense que c'est le mot le plus frappant pour ça. Ça donne pas mal plus le goût de demander l'aide médicale à mourir quand ça s'appelle comme ça que si ça s'appelle suicide assisté ou, j'avais un prof qui avait suggéré, meurtre consenti. Ouais, ça donne pas mal moins le goût si on appelle ça comme ça. Donc, le choix des termes va influencer la façon dont on en pense. Pensez aussi au débat indépendantiste-fédéraliste. Séparatiste, ça a l'air plus péjoratif qu'indépendantiste. Fait que c'est pas pour rien que les fédéralistes utilisent séparatiste. On rapporte que Confucius aurait dit que s'il prenait le pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est de rectifier le sens des mots. Je pense que c'est ça l'idée derrière, c'est-à-dire qu'il faut que les mots représentent adéquatement la réalité et il faut en tout cas être conscient de la connotation que ça prend. Puis, je pense que nos politiciens le savent. Là, on a juste à prendre l'exemple de Legault qui appelle les taxes de Québec solidaire des taxes oranges. Je pense qu'il sait l'effet que ça fait sur la population. Là, ça a l'air ridicule, ça a l'air aussi... fâchant. Là. Ils vont nous taxer avec leur maudite taxe orange, là, des choses comme ça. Mm-hmm. Merci beaucoup, Laurence Gonnet-Tremblay. J'allais t'appeler Laurence Gonnet-Tremblay. Merci pour cette analyse et ce regard sur ce qu'est la rhétorique en temps d'élection. On peut te lire assez régulièrement sur leverbe.com. Et je rappelle que tu es doctorante en philosophie. Et à très bientôt. Bye. Bye. Après la pause, Benjamin Boivin analyse pour nous les idées derrière chacun des programmes électoraux des 5 principaux partis. C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. La plupart de nos contemporains gardent le souvenir d'une vie politique binaire où le PLQ et le PQ se sont surtout opposés sur la question nationale.
Comme elle nous semble lointaine, cette époque, n'est-ce pas, messieurs et madame? Oui, ça fait un petit bout maintenant qu'on a compris que cette dynamique-là de la vie politique québécoise, finalement, elle semble être derrière nous. Mais il demeure que, malgré tout, elle continue de structurer, du moins partiellement, notre vie politique. C'est pas vrai qu'on ne parle plus de questions relatives au nationalisme, mais c'est plus déterminant. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs partis qui ont émergé et qui, finalement, complexifient le paysage politique québécois et rendent probablement les idées importantes de chacun des partis plus difficiles à percevoir rapidement. Oui, d'ailleurs, Benjamin Boivin, on est content de t'avoir à l'émission pour nous démêler parce qu'il y a bien des électeurs qui ont l'impression que vu qu'il n'y a plus cette dichotomie-là, cette axe-là fédéraliste, indépendantiste, les partis proposent à peu près toute la même affaire. Donc, c'est à moitié vrai. Là. On a la boussole électorale pour nous dire pour qui voter maintenant, Antoine. Bon, une chance, t'es là. Oui, c'est d'ailleurs un outil qui n'est pas censé... la fin de la chronique. C'est un outil qui n'est pas sans ses imperfections sur le plan de la méthodologie, là, par ailleurs. Mais bon, je pense que c'est quand même utile d'essayer de comprendre derrière chacun des partis, là, quelle est la grande idée, quelle est la proposition générale, finalement, qui ordonne les propositions particulières qui, comme tu le dis, Antoine, là, des fois peuvent se ressembler, mais il y a une raison pour laquelle les partis vont dans une certaine direction et pas une autre. Mm-hmm. On y va un morceau à la fois? Oui, on peut commencer avec le doyen, le Parti libéral du Québec, là, qui est le plus ancien parti politique au Québec, qui existe depuis la Confédération. Et puis, en fait, il y a même des prédécesseurs là, plusieurs décennies avant la formation du pays. C'est un parti qui, comme son nom le dit, c'est un parti qui porte très bien son nom et est le véhicule d'une idéologie politique libérale. Qu'est-ce qu'on entend là, par... c'est un parti qui, historiquement, disons, était axé sur la protection des libertés individuelles, qui s'est longtemps fait le partenaire des communautés d'affaires, qui était soucieux de protéger la minorité culturelle anglophone montréalaise, par exemple. D'ailleurs, historiquement, le Parti libéral du Québec s'opposait à un parti conservateur du Québec, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Parti conservateur d'Éric Duhem est une création récente. Mm-hmm. Et donc, le Parti libéral, pendant l'essentiel de l'histoire du Québec, en fait, était un parti qui était de tendance plus progressiste, par opposition à un parti qui était de tendance plus conservatrice. Une fois que le Parti conservateur historique a disparu, ça a été l'Union nationale. Une fois que l'Union nationale a disparu, eh bien, comme on l'a dit, le Parti libéral est entré en dialogue avec le Parti québécois. Et puis, ces deux partis qui avaient, là, sur les plans économiques et sociaux, des propositions politiques, une vision du monde qui était tout de même assez similaire. Là. On disait souvent à l'époque que c'était bonnet blanc, blanc bonnet, le Parti libéral et le Parti québécois, exception faite de l'indépendance. Et puis la différence, elle était dans des nuances. Mais par exemple, à travers cette question-là de l'indépendance et puis du nationalisme, le Parti libéral s'est créé une identité qui est celui du défenseur du multiculturalisme canadien, du bilinguisme institutionnel, puis également le défenseur du fédéralisme qui demeure, il demeure aujourd'hui le parti politique qui est le plus... disons, qui est le moins gêné là, d'adhérer sans forme de réserve au fédéralisme canadien tel qu'on le connaît. Est-ce que tu dirais qu'il s'est, avec le temps, un peu plus rapproché idéologiquement de son homonyme fédéral, c'est-à-dire le Parti libéral du Canada? Oui, je pense qu'on peut dire ça, en effet. Là. Historiquement, de fait, ces deux partis-là partageaient l'essentiel de leur programme. À l'époque du Parti québécois et puis de la question nationale, le Parti libéral a tendu à devenir plutôt le parti de la conservation. Mais aujourd'hui, là, alors que cette question-là disparaît, finalement, le rapprochement devient encore plus évident. Et bon, parlons-en justement du Parti québécois. C'est ça. Le Parti québécois, d'une certaine manière, est assez proche du Parti libéral de toutes les manières dont je viens de parler. Mais évidemment, il se distingue sur la question nationale. C'est le parti qui, finalement, a fait sienne l'idée de la libération nationale de la société canadienne-française. Le Parti québécois a voulu transformer cette société-là en une société québécoise. C'était une manière nouvelle de penser l'identité canadienne-française à l'époque. Et c'est pour ça qu'on peut dire, je crois, que le nom du parti est pas anodin. Là. C'était vraiment le parti qui voulait transformer la société en vue d'une libération collective. Et à ce titre, il s'est fait le défenseur d'une protection institutionnelle du français là, qui est finalement... qui fait en sorte aujourd'hui, je crois, que comme société, nous pouvons vivre, travailler et s'exprimer collectivement dans cette langue-là. Mais il l'a fait d'une manière qui impliquait énormément de réglementation et de centralisation. Plus récemment, il est également devenu le parti de l'idée laïque au Québec, l'idée de la laïcité républicaine, qui a été reprise par la coalition Avenir Québec, mais c'est vraiment le Parti québécois, là, il
une quinzaine d'années qui est vraiment arrivé avec cette idée-là et qui a fait beaucoup de chemin sur cette question-là. C'est une idée qui, du point de vue du Parti québécois, est intrinsèquement liée à la question nationale. Historiquement, de façon intéressante, c'était le parti d'une certaine élite culturelle au Québec. Là. Les artistes, les intellectuels votaient pour le Parti québécois, souvent se présentaient pour le Parti québécois. Le gouvernement de René Lévesque était parfois appelé la République des professeurs là, pour qualifier le côté vraiment, je dirais pas élitiste, mais disons, c'est une classe d'élite dans la société, au niveau intellectuel, pas au niveau financier, qui supportait le Parti québécois. Et dans les dernières années, ça a vraiment beaucoup changé. Le Parti québécois, du point de vue de ces communautés-là, c'est d'une certaine manière ringardisé. Et puis, cette élite-là, culturelle, est davantage tendance à voter pour le Parti Québec solidaire aujourd'hui. C'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, René Lévesque, il avait l'air du gars du peuple qui était proche des gens du peuple, puis aussi ce qui se portait à la défense des pauvres Canadiens, Français, travailleurs. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'à l'époque, c'est intéressant de souligner ça, il y avait une certaine alliance entre une élite culturelle puis les classes ouvrières qui, ensemble, finalement, avaient tendance à voter pour un seul et même parti dans le but de s'opposer à ceux qui gouvernaient la société depuis le haut, c'est-à-dire au Québec, l'élite économique anglophone et puis l'appareil gouvernemental fédéral. Il y avait une alliance entre ces deux, secteurs-là de la société civile qui s'est vraiment rompue et qui n'existe plus aujourd'hui. Là. Les travailleurs, aujourd'hui, ont tendance à voter pour d'autres partis que l'élite sociale et culturelle. On pourrait passer peut-être à la CAQ, là, parce que de façon intéressante, la CAQ, c'est plusieurs choses. C'est probablement le parti qui a l'identité idéologique, là, le programme idéologique le moins, facile à identifier. C'est un parti qui a pour prédécesseur l'Action démocratique du Québec, qui est un parti qui était plus à droite sur les questions économiques, certains vont dire conservateur économique, mais qui était aussi un parti qui avait une tendance, une fibre populiste, là, qui vraiment s'est traduit dans le langage de la CAQ dans ses premières années, qui est peut-être moins visible aujourd'hui. Donc la CAQ, c'est le parti de la modération, le parti du centre. C'est le parti qui fait des sondages, qui fait des focus groups et qui cherche à offrir le programme qui est le plus représentatif de ce qu'une majorité de Québécois aurait tendance à penser. On pourrait dire à la suite de ça que d'une certaine manière, François Legault et son gouvernement ont formé là, le leadership québécois qui est le plus représentatif de ce que la société, de ce que l'amalgame des individus qui composent la société dans son ensemble désire. Mais c'est un parti qui a un soubassement idéologique assez faible. On a une quantité complètement inédite de gens issus du milieu des communications, des relations de presse, d'ailleurs, dans ce gouvernement-là. C'est ça, c'est un parti qui est davantage un parti de contenant que de contenu. On pourrait le comparer de façon intéressante au parti d'Emmanuel Macron. Jamais ça de moi. J'espère jamais avoir ça à dire de toi. C'est un parti qu'on pourrait comparer d'une certaine manière au parti d'Emmanuel Macron en France. Là. C'est comme si c'était un peu apparu de nulle part. Et il y avait une opportunité politique dans l'affaiblissement de la dichotomie fédéraliste et souverainiste. Et la CAQ a vraiment saisi l'opportunité pour devenir presque un parti hégémonique au Québec. Là. Et sous ce rapport-là, on peut faire une analogie avec le parti, avec l'Union nationale de Maurice Duplessis, là, qui est un parti complètement différent sur le plan idéologique, mais qui, lui aussi, a profité de conditions politiques particulières pour devenir vraiment un parti hégémonique qui a duré assez longtemps. De manière extrêmement habile. Simon Lessard. Mais Benjamin, est-ce que quelqu'un pourrait t'objecter? Oui, mais est-ce que c'est pas ça la démocratie? Écouter ce que le peuple veut, puis si la majorité veut quelque chose, le faire, plutôt que de plaquer une idéologie si les gens ne la veulent pas? De fait, c'est une objection qui est légitime. Moi, j'ai pas pour vocation de chercher à dire que la CAQ est un bon programme ou un mauvais programme, que la bonne idéologie ou la mauvaise. Mais il est évident que la CAQ n'est pas un parti qui cherche à faire la promotion d'une certaine idée de la société. C'est plutôt un parti qui cherche à gouverner la société. Son objectif, c'est d'exercer le gouvernement et de le faire d'une manière qui soit vaguement cohérente avec les opinions publiques exprimées. Le danger, par contre, c'est qu'il y a des incohérences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée centrale qui gouverne toutes les décisions et donc le peuple, dans les sondages, peut avoir toutes sortes d'idées qui ne fitent pas ensemble. Oui, exactement. Par exemple, la CAQ a repris de ce qui était populaire là, du programme du Parti québécois, un certain nationalisme, la question de la laïcité, la protection du français, toujours en modérant finalement les positions qui étaient proposées candidats aussi. Hein. Oui, il y a plusieurs candidats à travers. Et du Parti libéral, l'identité, si l'on veut, de protection économique, là, de performance de l'État. Et puis, évidemment, le fédéralisme, là, quoi qu'on fasse toujours la promotion d'une réforme éventuelle du fédéralisme qui ne vient jamais. On pourrait opposer la CAQ, le parti le moins idéologique qui est sur le menu du Québec. D'ailleurs, il ne se gêne pas d'être pragmatique. Hein? C'est un mot qu'on retrouve dans... Je pense que ce que je dis de la CAQ n'est pas malveillant dans le sens où les caquistes, là, les gens qui travaillent avec François Legault, se reconnaissent dans un idéal pragmatique, une vision
qui se veut non idéologique de la société. Évidemment, il y a toujours une idéologie cachée, mais bon, ça, c'est une autre question. On pourrait opposer la CAQ, là, qui est le parti dont le bagage intellectuel est probablement le plus pauvre, à Québec solidaire, qui est probablement le parti le plus idéologique sur la scène politique québécoise. Pourquoi je dis ça? C'est que dans l'histoire du Québec, il y a très peu de partis de gauche, des partis qui, disons, qui font la promotion d'un socialisme démocratique qui ont eu du succès. Il y a eu quelques cas ici et là de partis qui ont fait élire une couple de députés à quelques élections, là, notamment dans des périodes économiques extrêmement difficiles. Mais Québec solidaire, c'est vraiment l'héritier de l'ancien NPD du Québec, là, la branche québécoise du NPD. C'est une espèce d'agglutinement de je ne sais combien d'organisations politiques de gauche qui se sont formées depuis les années 60. Et puis, le succès incroyable de Québec solidaire, c'est d'avoir réussi à réunir tout le monde dans une même équipe et de faire campagne ensemble. Et au départ, Québec solidaire, c'était vraiment un parti qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche. Il y avait des groupes à l'intérieur de Québec solidaire qui étaient ouvertement communistes et qui se décrivaient eux-mêmes ainsi. Avec le temps, il y a eu une certaine modération là, qui s'est opérée à l'intérieur du parti à mesure que l'exercice du pouvoir ou de fonctions parlementaires plus importantes s'approchaient. Qui n'est pas juste de façade, en fait, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Gabriel Nadeau-Dubois. Même s'il reste des éléments, ils sont en quelque sorte noyés ou du moins leur influence est diminuée par l'effet d'une masse importante de militants qui s'est jointe au mouvement, non? Je sais pas, Non, je pense que c'est juste, je pense qu'on peut dire ça. Je pense aussi que, disons, la dimension socialiste sur le plan strictement économique est moins prépondérante. Aujourd'hui, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois s'est un peu transformé pour devenir une forme plus radicale, plus intense du progressisme qui, aujourd'hui, on trouve au Parti libéral du Canada, au Parti libéral du Québec. Et donc, Québec solidaire, finalement, c'est le parti qui va un peu plus loin dans cette direction-là, de la même manière que le NPD, au niveau fédéral, est le parti qui va un peu plus loin dans cette même direction-là. Il y a toute une frange aussi qui vient un peu du milieu communautaire, de subpopulaire, chrétien, on ne sait plus trop. Là. Ah oui, tout ça fait partie du mélange. Et puis, tout ce groupe-là, finalement, là, on doit leur accorder... Là, faire avancer un parti de gauche comme ça au Québec, là, c'est du jamais vu. Et même s'ils ont seulement que 10 députés à l'Assemblée nationale, ils ont, d'un point de vue comparatif, un succès qui n'est pas comparable dans l'histoire. Des partis comme le Parti libéral, le Parti québécois et la CAQ partagent tous une certaine modération idéologique que Québec solidaire, malgré tout, n'a pas. Peut-être qu'il serait souhaitable qu'on parle d'un autre parti là, qui est à la marge, d'une certaine manière, de l'échiquier politique québécois, dans le sens que c'est un parti qui se trouve à une certaine extrémité, l'extrémité droite, c'est le Parti conservateur du Québec. Je pense qu'à l'inverse du Parti libéral, c'est le parti qui porte le moins bien son nom. Là. Le Parti conservateur du Québec n'est pas un parti conservateur, il ne fait pas la promotion, comme tu le disais, de conservatisme social. C'est enfin un parti qui fait la promotion d'un libéralisme classique, qu'on appelle parfois aussi le libertarisme. Éric Duhem se définit lui-même comme un libertarien. Ils sont plus libéraux que les libéraux, dans le fond. Oui, ils sont les représentants du libéralisme d'avant l'émergence d'une forme plus progressiste de libéralisme. Et donc, eux, dans le fond, là, c'est pas très compliqué. Là. C'est une vision du monde très individualiste. C'est une vision de l'économie qui est axée sur le laisser-faire. Et la même chose s'applique sur les questions sociales. Le Parti conservateur du Québec est nullement intéressé à chercher à pousser les citoyens vers la vertu. Disons, qu'on peut vivre individuellement dans sa famille, comme la vertu qui est partagée en vue du bien commun par des politiques publiques. Le but du Parti conservateur du Québec, c'est de, si on veut, de déposséder l'État de certains de ses pouvoirs pour le rendre dans les mains des individus, là, pour utiliser le langage qu'eux-mêmes utiliseraient possiblement. Et c'est aussi, et là on le voit... Pour le meilleur et pour le pire. Exact. Et là on le voit dans l'héritage, parce que le Parti conservateur est sous certains rapports également héritier de l'ADQ de l'époque de Mario Dumont, parce que Éric Duhem était un participant de l'ADQ à l'époque, et c'est comme s'il y a eu un schisme dans les gens qui étaient dans l'ADQ à l'époque. Beaucoup se sont retrouvés à la CAQ, mais certains se sont retrouvés au Parti conservateur, et ça, on le voit dans le populisme caractéristique du langage d'Éric Duhem. Qu'est-ce que je veux dire par populisme? C'est une opposition entre les classes populaires et les élites, qui visent à regrouper les classes populaires ensemble pour poursuivre certains objectifs contre une classe élitiste, si l'on veut, qui est jugée opposée au peuple d'une manière ou d'une autre. Et puis déconnecté. Ou... Exactement. Et puis l'élément qui fait le point d'articulation dans le populisme du Parti conservateur du Québec, c'est la question des mesures sanitaires. Pour les gens du Parti conservateur et pour Éric Duhem, les mesures sanitaires telles qu'elles ont été mises en place durant la pandémie de COVID-19 ont été mises en place par une élite qui était déconnectée. La population ne les souhaitait pas. Et ce que le parti cherche à faire, c'est à rompre avec cette expérience qu'on a vécue dans les 2 dernières années. En 30 secondes, Benjamin, on peut voir
qu'on a affaire à 5 partis libéraux, finalement. Oui, ben c'est ça qui est intéressant. De fait, tous les partis politiques qui existent actuellement sur l'échiquier politique québécois sont soit des héritiers directs du Parti libéral, soit des représentants évidents d'une forme ou une autre de libéralisme, que ce soit un libéralisme plus progressiste, plus contemporain, un libéralisme plus classique, ou un certain nationalisme qui se veut libéral, là, qui s'inscrit dans l'histoire du développement de la modernité libérale au Québec. Là. On pourrait parler du Parti québécois et de la CAQ, par exemple. Donc, même si aucun francophone ou presque va voter pour le Parti libéral, tu es en train de nous dire que c'est eux qui vont finir par gagner quand même. On vote tout libéral. C'est pas comme ça qu'il fallait que ça finisse, cette chronique-là. Alors, c'est tout le temps qu'on Il y avait du double sens et oui, ceux qui nous écoutent vont avoir compris, évidemment. On l'espère. On fait confiance à l'intelligence de nos auditeurs et on le sait, ils sont très, très intelligents et presque autant que Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. Ça a été un plaisir comme cette chronique. Merci à Laurence et Simon aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur leverbe.com/radio. À bientôt.